Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode du podcast, avec un nouvel épisode debug, donc le format court de Bien dans ta boîte pour nourrir une réflexion ou pour sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être plutôt dans la première option, on va être plutôt dans la question réflexive, puisque je viens répondre à une question qu'on me pose tout le temps sur Instagram, en formation, en accompagnement. Et là, j'avais remis une story, genre c'est quoi les épisodes que vous voulez pour le podcast, pour les prochains épisodes. Et j'avais re-eu cette question. Je mets un suspense insupportable alors que de toute façon vous êtes en train de m'écouter en audio ou en vidéo, donc vous avez déjà par le titre le sujet dont on va parler, à savoir, est-ce que les problématiques qu'on accompagne chez nos bénéficiaires, et même nos problématiques à nous, est-ce qu'elles sont individuelles ou est-ce qu'elles sont systémiques, sociales, ok? Fameuse grande question, puisque comme tu le sais, soit parce que tu me connais, soit si tu me découvres, tu as peut-être vu dans la présentation, quoi que ce soit, moi, mon référentiel, c'est la systémique, et donc forcément, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est le truc de ok, mais du coup, si la problématique du bénéficiaire ou la mienne, en fait, elle est due à mon système familial, elle est due à mon système travail, elle est due à mon système couple, elle est due au système politique dans lesquels j'ai grandi, etc. Du coup, je peux pas y faire grand chose. Ça, c'est une question qui revient très souvent. En fait, c'est ça la question sous-titre de est-ce que la problématique elle est individuelle ou est-ce qu'elle est systémique. Souvent, en sous-titre, la question en fait qui se pose, c'est un peu ce qu'on dit, ce que des fois les pros de l'accompagnement que je forme aussi entendent de la part de leurs bénéficiaires, hein, c'est le truc de oui, alors du coup, en fait, si le problème c'est le système, en fait, qu'est-ce que je fais? Parce que le système il aura pas changé demain matin, j'aurais pas changé de système familial demain matin, j'aurais probablement pas changé de système couple demain matin, bien qu'il soit peut-être le système le plus rapide à changer, mais j'aurais probablement pas changé de système de travail demain matin, et dans tous les cas, je n'aurais pas changé les systèmes politiques dans lesquels j'ai grandi. Je ne vais pas mettre à bas le capitalisme demain matin, je ne vais pas mettre à bas le patriarcat demain matin, je n'aurais pas mis à bas le racisme d'État demain matin, etc. Donc du coup quoi? Du coup je suis cuite? Bon, ça c'est une vraie question. Et en fait cette question, elle n'est pas vite répondue, comme dirait l'autre. Elle n'est pas si simple parce qu'en fait c'est une vraie question d'épistémologie, c'est une question philosophique finalement. Et donc il va falloir y répondre à partir d'un registre épistémologique. Alors l'épistémologie, j'en ai parlé cet été, notamment pas mal en newsletter et pas mal sur Instagram. J'en ai un petit peu parlé dans l'épisode de podcast précédent, celui qui est sorti la semaine avant que tu écoutes celui-ci, si tu l'écoutes à la sortie, au moment où sort cet épisode. Donc, vu que c'est un épisode court, je suis censée être là pendant 10-15 minutes. Donc je vais pas faire un cours d'épistémologie, sinon je vais pas y arriver. Je rappelle juste que l'épistémologie, c'est ce qu'on sait à propos de quelque chose. Okay. Donc, par exemple, pour nous, les pros de l'accompagnement, eh bien, l'épistémologie, ton épistémologie, elle vient dire quelle est ta vision de l'humain, quelle est ta vision du changement, quelle est ta vision de la transformation, quelle est ta vision du monde, etc. Donc, pour répondre à cette question, qui est, est-ce que les problématiques de mes bénéficiaires ou les miennes sont individuelles ou est-ce qu'elles sont systémiques, est-ce qu'elles sont sociales? Ma réponse est, c'est les deux en même temps. Et là, t'es bien en train de te dire, elle est sérieuse la gonze là? Vraiment, elle va se sortir de cette vaste question en nous disant c'est les deux. Oui, alors je vais vous expliquer pourquoi, mais surtout ce qui est important dans ma réponse, c'est pas tant c'est les deux, c'est en même temps. C'est les deux en même temps. C'est ça qui est important. Pour répondre à cette question, je vais donc y répondre à partir de mon référentiel et de mon socle épistémologique. Et donc il va falloir que je touche deux mots de ce référentiel épistémologique pour vous expliquer pourquoi je réponds à cette fameuse question. C'est les deux en même temps. Les problématiques de vos bénéficiaires sont individuelles et sociales, les deux en même temps. Et vos problématiques sont individuelles et sociales, les deux en même temps. Je fais juste une petite parenthèse pour la team YouTube, ceux qui sont en train de me regarder en vidéo. J'ai fait une mise à jour de mon ordinateur et une mise à jour de Zoom. Et ça crée un petit peu des lags malgré que j'ai tout regardé, les processeurs, les machins. Donc je m'excuse s'il y a des petits lags sur la vidéo. Je n'ai pas pu mieux faire que ça. Pour ceux qui sont en audio, vous vous en fichez. Alors, pour répondre à cette question, j'ai besoin de retoucher deux mots de mon épistémologie, qui est une épistémologie matérialiste, dialectique, et qui se joint à mon référentiel de systémique. Traduction. Promis, ça va être efficace. C'est un épisode court, hein. Je suis ambitieuse, hein. Pour ça, il faut que je touche deux mots de la différence entre l'idéalisme et le matérialisme, et entre le dualisme et le monisme. En philosophie, vous avez deux cours. Enfin, vous n'avez pas deux cours en philo, mais ce dont je vais parler en philosophie se répartit en deux courants, idéalisme, matérialisme. Le courant idéaliste, c'est l'idée que l'idée est première, d'accord? L'idée est première et ensuite elle crée la matière. Donc d'abord j'ai l'idée, ensuite je suis en action. D'abord j'ai l'idée, ensuite j'ai le comportement. D'abord il y a l'idée, ensuite il y a la matière. Okay.
De l'autre côté, vous avez un courant matérialiste. Le courant matérialiste, il considère que c'est la matière qui est première. Jusque-là, ça va. Ensuite, il faut qu'on fasse une petite distinction entre dualisme et monisme. Le dualisme, c'est une vision philosophique où on va diviser en dualité. Okay, je pense que vous connaissez, pour beaucoup d'entre vous, la fameuse phrase de Descartes, je pense donc je suis. Okay. Et ben, Descartes, par exemple, est un philosophe français dualiste. Chez Descartes, il y a un dualisme corps-esprit. C'est le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Okay. Et opposé à ça, vous avez une conception, une épistémologie moniste, qui est plutôt la mienne. Pour celles et ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez, moi je viens de l'holistique. Le monisme, c'est une épistémologie qui considère l'indivisibilité de l'être, donc ce qu'on va retrouver dans les approches holistiques de l'humain, de la santé au sens large. Donc vous pouvez tout à fait avoir un monisme idéaliste ou un monisme matérialiste. Je répète en 2 mots, si jamais vous êtes là genre ah, putain ça y est, c'est le retour chez Bien dans ta boîte, on a mal au crâne. Vous pouvez avoir un monisme, donc indivisibilité de l'être, ok, ça c'est l'épistémologie qui est la mienne et que peut-être vous partagez. Sur ce monisme, c'est-à-dire vous considérez les choses comme un tout, vous considérez l'être humain comme indivisible, il n'y a pas son corps d'un côté et son esprit de l'autre. Si vous pensez ça, vous êtes plutôt dualiste. Si comme moi vous pensez que c'est un tout et qu'il n'y a pas de division possible, qu'il y a une indivisibilité de l'être, alors vous êtes dans une épistémologie moniste de l'être humain. Okay. À partir de là, vous pouvez avoir un monisme qui est plutôt idéaliste, okay. Un idéalisme moniste, ça serait le cas chez Hegel, par exemple, ou vous pouvez avoir un monisme qui sera plutôt matérialiste. Ok. Bon. Donc, puisque mon épistémologie moniste me permet de penser qu'il y a une indivisibilité de l'être, je ne vais pas penser qu'il y a les idées d'un côté et la matière de l'autre. Okay. Je ne vais pas penser qu'il y a les idées qui génèrent la matière ou la matière qui génère les idées. Je considère, parce que je suis moniste, que c'est les deux en même temps. Okay, mais que la matière lui est première. Mon référentiel de psycho, je vais y revenir à ça, paniquez pas. Hein. Mon référentiel de psycho, c'est la systémique. Ça, je passe un peu plus vite parce que vous avez l'habitude de m'entendre parler de ça. C'est-à-dire l'individu élu à travers les différents systèmes qui l'ont construit. Système familial, son système individuel, si je puis appeler ça un système. Son système familial, son système couple, son système travail, et les systèmes politiques dans lesquels il a grandi, dans le mode de production, patriarcat, etc. etc. Okay. Et donc, à partir de là, vous pouvez avoir 2 pensées. Soit vous avez tendance à penser que tout est individuel dans la vie et que, donc vous connaissez cette pensée, c'est une pensée plutôt libérale, qui, pour celles et ceux qui me connaissent savent, ce n'est pas la mienne, donc qui va plutôt considérer que tout est individuel, que c'est une question de choix, que c'est une question de mérite. C'est souvent une idéologie dans laquelle vous allez retrouver des discours méritocratiques, vous voyez, quand on veut, on peut. Ouais, la notion du mérite, la notion du choix, la notion de la liberté individuelle, vous voyez, tout ça. Okay, donc plutôt, vous considérez que les choses sont individuelles, que les problématiques sont individuelles. Et de l'autre côté, vous pouvez avoir le tout systémique, c'est-à-dire dont les gens n'ont pas de choix, ils n'ont pas de possibilité parce qu'ils sont dans des structures, ils sont dans des systèmes, et c'est comme ça. Donc ça, c'est une pensée qu'on va appeler structuraliste, okay, qui considère les structures. Le problème, c'est que généralement, quand on parle, nous, de systémique, souvent, on va avoir cette critique structuraliste. Okay. Alors, parce que des fois, il y a des gens qui sont très structuralistes. En effet, je l'ai été moi-même pendant longtemps. Je pense maintenant que c'est une fausse route, que c'est une erreur, ou en tout cas que c'était une étape nécessaire, mais non suffisante. Et généralement, la critique qu'on nous pense, c'est une critique au structuralisme. C'est-à-dire une critique de « Ouais, mais enfin, vous êtes bien mignons là, avec vos systèmes et tout, mais du coup, ça veut dire quoi ?» Ça veut dire que, en fait, bah, genre, j'ai pas le choix, c'est comme ça, je suis une femme dans le patriarcat, donc en fait, je suis condamnée à ça, je suis entrepreneuse dans le capitalisme, donc en fait, je suis condamnée à ça, etc. Cette critique, elle est particulièrement juste et entendable parce qu'effectivement, la pensée structuraliste, elle a tendance à confisquer l'agentivité personnelle. C'est-à-dire qu'elle a tendance à nous priver de notre possibilité d'action, de transformation individuelle. Okay. L'épistémologie du matérialisme dialectique, j'en reviens à ça, et c'est là qui permet de connecter en disant mais en fait c'est les deux en même temps. C'est pas les idées dans un monde et la matière dans un autre, c'est les deux en même temps.
Vos bénéficiaires, ils sont pas individuels d'un côté et sociaux de l'autre. Ils sont les deux en même temps. Ils sont et des êtres individuels et des sujets collectifs. Ils sont aussi des êtres sociaux. Et ce qui permet de rallier les deux, c'est cette question de la dialectique. Okay, la dialectique, c'est comme si vous imaginiez un fil au milieu de ces deux extrêmes, 100% individuel, 100% social. On a un fil au milieu, ça c'est la dialectique. C'est-à-dire les deux sont tenus ensemble, ils sont dans la même dialectique. Et donc, ça nous permet, si on a cette vision matérialiste dialectique, c'est-à-dire que c'est les deux en même temps, ça nous permet de comprendre que les contradictions ne sont pas des impasses, les contradictions ne sont pas des fatalités, les contradictions ne sont pas des obstacles, au contraire, c'est les contradictions qui sont motrices de la transformation. C'est parce que tu te retrouves dans une contradiction, dans ton système familial, dans ton système couple, dans ton système travail, dans le système politique, hein. Je suis en contradiction parce que je suis anticapitaliste et en même temps, il faut bien que je gagne ma vie. Or, je vis dans le capitalisme, donc je suis dans une contradiction. Okay, c'est parce que tu te retrouves déplacé dans des contradictions que du coup, tu es dans une position de « Ah, je ne peux plus me comporter comme avant. Parce que maintenant, j'ai une nouvelle donnée, j'ai une nouvelle situation qui me met dans une contradiction. C'est pas très confortable, c'est pas agréable du tout. Et c'est justement parce que c'est désagréable que tu vas être poussé à faire un choix et donc à te transformer. Le choix peut être progressiste, il peut être réactionnaire aussi, mais en tout cas, la contradiction, elle n'est pas du tout une impasse, elle n'est pas du tout un obstacle, elle est motrice de la transformation. C'est ça que nous allons d'ailleurs travailler, par exemple moi dans mes accompagnements, ou si vous avez d'autres accompagnants ou accompagnantes qui sont dans ces référentiels-là, les contradictions que vivent vos bénéficiaires ne sont pas des impasses. Ne voyez pas ça comme un obstacle, ne voyez pas ça comme un bug dans la matrice. Au contraire, c'est parce qu'ils sont déplacés dans une nouvelle contradiction que, tac, il y a la possibilité de se mettre en mouvement. Ce qui montre bien que dans cette épistémologie moniste qui est la mienne, eh bien, on ne divise pas le corps de l'esprit, comme on le ferait dans un référentiel dualiste par exemple. On ne divise pas du coup l'individualité des bénéficiaires et leur socialisation. Ils sont et des individus et des sujets collectifs. Ils sont et des individus de leur histoire individuelle, de leur vie psychique individuelle, de leur corps individuel, et en même temps, ils sont des individus sociaux, ils sont des sujets collectifs. Okay. Donc on ne divise pas leur individualité de leur socialisation. Et donc, au même titre que, voilà, on ne divise pas ton être des systèmes dans lesquels tu évolues, quand on a une pensée systémique. Comment je pourrais dire, on ne sépare pas, on ne divise pas ton être des systèmes dans lesquels tu évolues, mais tu n'es pas que les systèmes dans lesquels tu évolues. Okay, je fais un petit résumé, du coup, pour répondre à cette fameuse question. Est-ce que, du coup, c'est individuel ou est-ce que c'est social? Les deux en même temps. C'est ça qui est important. C'est une dialectique. C'est pas, il y a la moitié de mon bénéficiaire qui a... la problématique de mon bénéficiaire, c'est pas la moitié de la problématique est individuelle et la moitié de la problématique, elle est systémique, elle est sociale. Non, 100% de la problématique est individuelle et sociale. C'est une dialectique. Les deux tiennent ensemble, au même endroit. Okay, si je dis ça, c'est parce que je parle à partir d'une épistémologie moniste qui considère une indivisibilité. Donc, c'est les deux en même temps. Okay, et plutôt matérialiste dans le sens où, matérialiste dialectique, matérialisme historique dans le sens, l'histoire font les individus, et comme c'est une dialectique, les individus font l'histoire. C'est-à-dire, les structures, les systèmes créent des individus. Okay, je prends un exemple concret pour terminer cet épisode et que ce soit un peu moins abstrait. Le capitalisme, le patriarcat, sont des systèmes, sont même des superstructures d'ailleurs à leur niveau. Cette superstructure, prenons le patriarcat par exemple, cette superstructure va avoir une influence sur les individus. D'accord ? Les conséquences sur les individus, vous les connaissez en long, en large, en travers, c'est que vous avez une division genrée de la production et de la reproduction, et donc les femmes sont appelées à se comporter de telle manière, s'habiller de telle manière, vivre de telle manière, etc. Et les hommes sont appelés à se comporter de telle manière, à s'habiller de telle manière, etc. etc. Okay. Ces individus-là, qui naissent dans un système patriarcal, qui évoluent, qui vivent dans le système patriarcal, ils ont une agentivité. Ils ont un pouvoir, quand même, de décision, de choix, de transformation. Donc à un moment donné, ces individus vont se mettre en mouvement. Et surtout, à un moment donné, ils vont se rassembler.
Ils forment des collectifs. Et ces collectifs, eux, ils ont de la force. Par le rapport de force, ils vont obliger la structure à changer. Donc, les hommes, au sens H majuscule, hein, les humains sont moteurs et motrices de l'histoire. Donc ils changent les structures. Et une fois que les structures sont changées, eh bien du coup elles vont créer de nouveaux individus qui du coup sont déplacés dans une nouvelle contradiction, qui du coup changent de comportement et qui du coup modifient les structures, qui créent de nouveaux individus, qui sont du coup dans une nouvelle contradiction. Concrètement, avec le patriarcat, vous voyez bien que le patriarcat, superstructure, qui à mon sens surplombe même le système capitaliste, hein, il l'a précédé et sa roi lui survivra, je le crains. Ce patriarcat, il n'a évidemment pas du tout la même forme, les mêmes substrats qu'il y a 1000 ans. Okay. Ni même qu'il y a 200 ans, d'ailleurs. Ce patriarcat, il a changé de forme pour devenir aujourd'hui ce qu'on aime bien nommer dans les courants matérialistes du capitalisme patriarcal. Okay. En tout cas, le patriarcat a changé de forme. Il n'a pas... Soit vous considérez que le patriarcat a changé de forme parce que c'est comme ça. Ça arrive. Les gens ont changé d'idée et donc ça a changé le patriarcat. En quel cas, vous avez plutôt un raisonnement idéaliste. Et ce n'est pas le mien. Je ne crois pas que c'est ça qui se passe. Je crois que les féministes se saisissent de ce truc-là. Je crois que les consciences individuelles, à un moment donné, se réunissent, font naître l'idée féministe. Okay. Cette idée féministe va habiter ces collectifs, va habiter ces regroupements, si je pourrais dire ça comme ça. Et donc, les féministes ont poussé la structure à changer. Donc ce patriarcat, il change de forme. Et du coup, il renvoie aux prochains individus de nouvelles contradictions. Puisque nous, femmes, qui nous prenons le patriarcat de plein fouet, les hommes aussi, mais les femmes à leur détriment quand même, eh bien, nous sommes dans une contradiction patriarcale, mais nous ne sommes pas dans la même contradiction patriarcale que ce que l'étaient nos arrière-grand-mères. Vous voyez ? Donc les féministes font bouger le combat, elles font bouger les structures, qui du coup se modifient, qui du coup créent de nouveaux individus qui sont dans une nouvelle contradiction, et cette contradiction, elle est toujours motrice. Okay. Donc du coup, elles sont dans une nouvelle contradiction et elles trouvent des solutions pour la dépasser et donc elles font bouger la structure. Vous voyez, c'est toujours les deux en même temps. C'est pas le féminisme, si je reste sur cet exemple-là, n'est pas un combat individuel, c'est un combat collectif. Pour autant, ces collectifs, ils sont composés d'individus, bien entendu. Donc il y a une agentivité. Vous voyez ? Donc c'est ça qu'on veut expliquer par la dialectique. C'est toujours les deux en même temps. Les structures sont modifiées par les humains. Ces humains sont touchés par les structures, forcément, sont dépendants même, sont façonnés en partie par ces structures. Mais c'est toujours les deux en même temps, et donc pour conclure cet épisode, ça marche pour les thématiques des bénéficiaires que tu accompagnes, et tes problématiques aussi à toi. Vos bénéficiaires n'ont pas des problèmes qui sont que individuels ou que sociaux, ou moitié individuels, moitié systémiques. Ils sont les deux en même temps. Le bénéficiaire que tu accompagnes et qui vit un burn-out, c'est et son histoire personnelle, et ses mécanismes de défense, et sa vie psychique, et etc., etc., et son système familial, probablement, ses croyances, tout ce que tu veux. Et c'est aussi le système capitaliste dans lequel il doit travailler. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas l'un et l'autre au sens divisé. C'est pas genre 62% de son burn-out c'est individuel et 38% de son burn-out c'est systémique. Ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens. C'est que son histoire individuelle qui peut-être crée des prédispositions, si je pourrais dire ça comme ça, des facteurs facilitants, des facteurs aggravants, peut-être plutôt faudrait dire dans ce sens-là, sont exacerbés par le fait qu'il est dans un mode de production capitaliste, dans un système néolibéral qui implique la compétitivité, la productivité, l'efficacité, le fait de voir le repos comme une récompense, voire, si possible, que ça n'existe pas du tout, qui implique d'être flexible, d'être résilient, d'être adaptable, etc., qui est un système individualiste, qui pousse à individualiser les problématiques, à dire c'est toi qui n'es pas assez résilient, c'est toi qui n'es pas assez productif, c'est toi qui ne sais pas gérer, donc c'est ta faute si tu te retrouves en burn-out, vous voyez. Et le fait que dans son histoire, il y a X et Y choses qui facilitent ou aggravent. Le burn-out que vous accompagnez, il n'est pas 100% individuel. C'est pas vrai. Parce que dans un autre système de production, il n'aurait peut-être pas eu lieu, ou pas au même moment, ou pas de la même manière, ou pas avec les mêmes symptômes, ou voilà. Et en même temps, il n'est pas 100%
non plus social. C'est les deux en même temps. Bon, j'espère que mon affaire, c'est clair. En tout cas, ce que je voudrais que vous reteniez, au-delà des définitions du début, de comprendre l'épistémologie, tout ça, mais c'est vraiment très important parce que ça permet de comprendre pourquoi vos praticiens et vos praticiennes pensent ce qu'ils pensent. Et pourquoi vous, en tant que praticien, praticienne, vous pensez ce que vous pensez. Quelque chose qu'on travaille en formation d'ailleurs, en formation posture, dont la promodie s'attaque le 23 octobre. Voilà, sinon j'allais oublier d'en parler. Autopromo. Ce que je veux que vous reteniez surtout pour conclure cet épisode, qui n'aura pas du tout duré 15 minutes, parce qu'on en sera plutôt proche des 20, c'est pas grave, c'est que les contradictions ne sont pas des fatalités, ce ne sont pas des impasses. Souvent on voit ça comme merde, on a fait fausse route, on est arrivé dans une contradiction, on est arrivé dans une impasse. Non, au contraire, quand vous arrivez dans une contradiction, c'est justement là que la transformation est possible. C'est parce que vous, votre bénéficiaire, vous vous retrouvez dans une situation où vous dites ce qui s'est passé avant n'est plus possible. Mes schémas antérieurs ne sont plus possibles. Ma relation de couple ne peut plus être ce qu'elle a été. Mon rapport au travail ne peut plus être ce qu'il a été. Le patriarcat, ça peut plus durer. Le capitalisme, ça peut plus durer. Vous voyez, peu importe que ce soit la petite échelle, entre guillemets, individuelle ou l'énorme échelle sociale. Dans les deux cas, c'est une nouvelle contradiction. Ça ne peut plus fonctionner comme avant. C'est là qu'est le moteur de la contradiction. De la transformation, que la contradiction est motrice de la transformation. Si vous avez une lecture strictement individuelle ou une lecture 100% structuraliste, dans les deux cas, vous voyez la contradiction comme une impasse. Parce que si vous êtes structuraliste, vous allez dire du coup, l'individu ne peut rien, donc match nul. Soit si vous êtes 100% individualiste, vous allez dire l'individu ne peut pas se battre contre le système. Donc dans les deux cas, vous n'avez pas une pensée de la transformation. En tout cas, je suis intéressée que les pros de l'accompagnement qui ont ces épistémologies-là m'expliquent comment est-ce qu'ils conçoivent la transformation. En tout cas, du coup, vous avez maintenant une bonne idée au passage de mon épistémologie, puisque je vous ai parlé de comment je concevais l'humain, et puis de comment je concevais le changement et la transformation aussi au passage, ce qui fait déjà des bonnes bases d'épistémologie des pros de l'accompagnement. Allez, sur ce, je m'arrête là. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que ce genre d'épisode donne un peu mal au crâne et qu'en plus je parle très vite, ce qui n'aide pas tout à fait à se réancrer tout ça. Mais comme je le dis à chaque fois qu'on attaque une formation posture niveau 1 ou niveau 2, je leur dis tout le temps, on n'apprend pas par la découverte, on apprend par la répétition. Donc écoutez-moi, répétez ça s'il faut, en newsletter, sur Instagram, sur le podcast et peut-être en formation pour celles et ceux qui nous rejoindront en formation. On reparlera tout ça dans la formation posture niveau 1. Promo 10 attaque le 23 octobre. Et le niveau 2, je ne sais plus, février, le 2 février, le 3, je ne sais plus. Je vous mets tous les liens en description. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous retrouve la semaine prochaine avec un format long, en tout cas plus long qu'aujourd'hui qui devait être à la base. Un format court. Ciao, ciao.